Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'un des quartiers les plus connus de Paris, Saint-Germain-des-Prés, pour y découvrir une histoire complètement insoupçonnée, bien plus ancienne que ses cafés et ses poètes. Alors voilà, quand on dit Saint-Germain-des-Prés, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est ça, Sartre, le jazz, les cafés mythiques. Mais la réalité, elle est bien plus ancienne. L'âme véritable du quartier, ce n'est pas un café, non, c'est une église, dont les origines remontent à près de 1500 ans. Ce clocher, qu'on voit aujourd'hui et qui a déjà 1000 ans, n'est en fait qu'un tout petit fragment d'une histoire immense qui a commencé à l'époque mérovingienne. C'est le vrai doyen de Paris, un témoin silencieux qui a absolument tout vu. Allez, c'est parti. On va remonter le temps, ensemble, et on va gratter un peu le vernis du Paris moderne pour retrouver son cœur antique. Parce qu'avant d'être le repère des artistes et des intellectuels, Saint-Germain, c'était le site d'une abbaye, mais une abbaye immensément puissante, tentaculaire. Une vraie cité dans la cité, entièrement dirigée par des moines bénédictins. Pour se donner une idée, il faut imaginer ça. Ces moines contrôlaient un territoire gigantesque, fait de champs et de vignobles, en plein cœur de ce qui deviendrait Paris. C'étaient les maîtres d'un domaine qui s'étendait bien au-delà des murs de l'église. Alors, comment une telle puissance a-t-elle pu disparaître de la carte ? Eh bien, l'histoire s'en est chargée, en plusieurs coups. D'abord, la Révolution française la transforme en dépôt de salpêtre, une substance qui littéralement ronge la pierre ancienne. Et puis, au XIXe siècle, le coup de grâce, la pioche du baron Haussmann, qui tranche sans pitié dans ce qu'il restait pour percer le grand boulevard Saint-Germain. Pour vraiment comprendre les origines de l'abbaye, il faut faire un bond en arrière. Un sacré bond, direction le 7e siècle, à la rencontre de l'un de ses souverains les plus importants et les plus impitoyables. Voici le roi Dagobert Ier. Il n'a pas vraiment hésité à utiliser des méthodes, disons, radicales, pour assurer son pouvoir sur le royaume franc. Pour lui, gouverner, c'était prévoir, et surtout éliminer la moindre menace potentielle, même s'il s'agissait d'un héritier en bas âge. Et c'est là que le personnage devient vraiment fascinant. Ce roi impitoyable était aussi un homme de foi. Une foi très complexe, bien sûr, mais il était passé maître dans l'art de mélanger le spirituel et le temporel. Dagobert jouait sur tous les tableaux. Il savait très bien équilibrer les besoins de l'État et ses grands gestes de piété en se servant souvent de l'un pour l'autre. La religion, pour lui, c'était le ciment de son royaume. Mais ça ne l'empêchait pas de confisquer les terres de l'Église quand il avait besoin de financer ses guerres. Et pourtant, de ce roi si complexe, l'image qui nous reste aujourd'hui, c'est celle de la fameuse comptine. Le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, mais d'où peut bien venir cette réputation ? En fait, cette chanson est une pure satire politique. C'est une invention de l'époque révolutionnaire, écrite plus de 1000 ans après sa mort, juste pour se moquer et ridiculiser la monarchie et le pouvoir en place. Son dernier coup de maître a été purement politique. En choisissant d'être enterré à Saint-Denis, et non à Saint-Germain, il a sciemment créé une rivalité entre les deux grandes abbayes. Une compétition qui allait durer des siècles. Mais bon, même si l'abbaye est en grande partie disparue, son histoire, elle, est toujours là. Elle est inscrite dans les rues d'aujourd'hui. Il faut juste savoir où regarder. Le passé n'a pas été effacé, pas du tout. Il s'est intégré dans le tissu même de la ville. La forme de la rue de l'Échaudé, par exemple, suit parfaitement l'angle de l'ancienne muraille. On peut même tomber sur la dernière tour du mur médiéval ou voir le somptueux palais de l'abbé. Les fantômes de l'abbaye sont vraiment partout, il suffit juste d'ouvrir les yeux. C'est une très belle façon de dire que l'histoire, elle ne se trouve pas seulement dans les livres. C'est aussi une atmosphère, quelque chose qu'on peut ressentir, une présence dans les pierres qui nous entourent. Finalement, l'idée, c'est que chaque ville est une sorte de musée à ciel ouvert, qui n'attend qu'à être exploré. Et ça amène une question. La prochaine fois que l'on marchera dans un quartier ancien, on peut se demander quelles histoires incroyables se cachent juste sous nos pieds.